Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes président de Shift Project et associé de Carbone 4 et je vous reçois aujourd'hui pour aborder la question: est-ce que la croissance est aujourd'hui bridée par le manque d'énergie? Vous allez traiter cette question dans le cadre des GECO, les Journées de l'économie, donc Xerfi Canal, et partenaires. Alors, si l'on peut lier aussi fortement croissance et consommation d'énergie, comment expliquer qu'en France, la consommation d'énergie est plutôt reculée, alors que le PIB a continué d'augmenter, même plus faiblement? C'est tout simplement que dans le PIB, on va trouver deux choses. On va trouver ce qui dépend de flux physiques, par exemple la fabrication de couteaux, de tables, de chaises, de chemises, etc. Et puis une chose qui n'en dépend pas, qui est l'augmentation de la valeur des actifs. Quand vous vendez un mètre carré 2 fois plus cher sans qu'il y ait 2 fois plus de mètres carrés, les flux physiques n'ont pas changé, vous n'avez pas besoin de plus d'énergie pour ça, et pourtant ça vous a fait plus de PIB. Ce qui est en train de se passer depuis 2006, moment où l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique, depuis ça baisse, c'est tout simplement que les flux physiques sont tous en train de baisser. On construit moins de logements, la production industrielle baisse, et elle ne baisse pas qu'en France, elle baisse dans tous les pays de l'OCDE, sauf les États-Unis et l'Allemagne. Vous avez les tonnes kilomètres en camion qui sont en train de baisser, vous avez les passagers kilomètres en train qui sont en train de baisser. Enfin, en gros, tous les flux physiques sont en train de baisser depuis qu'on a passé le maximum énergétique. Le PIB a également baissé dans un certain nombre de pays. Je vous rappelle que globalement, en Europe, ça fait du surplace. Le PIB par habitant a commencé à baisser, mais il ne baisse pas aussi vite que l'énergie à cause de cet artefact, en gros, dans le calcul du PIB, qui est qu'on corrige l'inflation sur les biens courants et on ne corrige pas l'inflation sur les actifs. Si on corrigeait l'inflation sur les actifs dans le PIB, vous constateriez aujourd'hui qu'il baisse à peu près à la même vitesse que la production industrielle. Alors on est aujourd'hui en plein débat sur la stagnation séculaire, cette hypothèse selon laquelle il faudrait s'habituer à une croissance proche de zéro à moyen et plus long terme. Alors est-ce que cette croissance zéro, cette hypothèse est liée à une raréfaction des ressources? Alors la réponse est oui. Quand l'humanité a démarré ce qu'on appelle la civilisation industrielle, elle a fait quelque chose de très simple, c'est qu'elle a mis les machines au travail à la place des hommes. La veste que vous portez n'a pas été faite par des hommes, elle a été faite par des machines. Le bureau sur lequel on pose nos mains, enfin le plateau sur lequel on pose nos mains, n'a pas été fait par des hommes, il a été fait par des machines. Les caméras qui sont en train de nous filmer n'ont pas été faites par des hommes, elles ont été faites par des machines, etc. Donc aujourd'hui, ce qui produit, c'est des machines. Que mangent les machines? Pas des cuisses de poulet, mais de l'énergie. Donc la quantité d'énergie ou le parc installé en machine sont aujourd'hui les deux facteurs dimensionnants de la production économique d'un pays industrialisé. Et si vous avez moins d'énergie disponible, vous aurez moins de PIB. Si vous avez plus d'énergie disponible, vous aurez plus de PIB. Or, qu'est-ce qui se passe pour l'énergie? Il se passe que celle que nous utilisons dans le monde aujourd'hui, qui est essentiellement d'origine fossile, gaz, pétrole, charbon, est caractérisée par le fait qu'on doit trouver des gisements avant de faire sortir ce qu'ils contiennent. Et les premiers gisements qu'on va trouver, c'est les plus gros et les plus mal cachés. C'est donc ceux qui sont le plus faciles à exploiter au moindre coût et qui peuvent vous donner les débits les plus importants. Avec le temps, vous allez découvrir des gisements de plus en plus petits ou très mal commodes à exploiter. Les gaz de schiste en sont un exemple. Il y en a beaucoup, mais c'est très mal commode à exploiter. Et à ce moment, vous allez avoir des débits qui seront de plus en plus difficiles à faire croître. Et si on parle un peu chiffres, l'approvisionnement énergétique dans les pays de l'OCDE croissait de 4 à 5% par an dans les années 60, puis c'est descendu à 3, puis c'est descendu à 2, puis c'est descendu à 1, puis dans les années 2000, c'est descendu à 0. Et maintenant, c'est en train de décroître au rythme, en gros, de l'ordre de 1% par an. En Europe, on est entre 1 et 2% par an de décroissance, et ce mouvement va s'amplifier. Et à cause du fait que c'est les machines qui produisent et pas les hommes, et que les machines mangent de l'énergie, le PIB va suivre, et c'est exactement ce qu'il a fait sur les 50 dernières années. La croissance du PIB était de 5% par an dans la décennie 60, 4% par an dans la décennie 70, etc. Zéro en ce moment, et ce n'est pas une croissance zéro qui nous attend, c'est moins. C'est moins. Donc malgré tout, malgré tous ces découvertes de nouveaux gisements, l'exploitation d'énergie non conventionnelle, il y a bien une raréfaction. Est-ce qu'au moins ça va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique? Alors oui, mais malgré nous, et c'est là tout le drame de l'affaire. Au moment où on a commencé à comprendre de quoi il s'agissait quand on a parlé du réchauffement climatique, on a essayé d'inciter les démocraties, car il faut savoir que les démocraties dans le monde représentent 75% des émissions de gaz à effet de serre. Le seul gros émetteur qui ne soit pas une démocratie, c'est la Chine. Sinon, tous les gros émetteurs sont des démocraties. Vous vous rappelez de la prophétie de Tocqueville, qui est que les démocraties seraient myopes et insouciantes du long terme. Donc on a essayé de convaincre les démocraties de bien vouloir s'occuper du long terme, ce qu'elles n'ont pas fait. Et à ce moment, comme la planète est finie, ce qui finit par s'occuper du problème à notre place, c'est tout simplement la raréfaction de l'énergie qui fait que dans un nombre croissant d'endroits, ce n'est pas encore toute la planète, loin s'en faut. Il y a plein de pays qui sont en approvisionnement croissant en énergie. Mais il y a un nombre croissant de zones où cet approvisionnement en énergie est en train de devenir décroissant.
Et à ce moment, vous avez, dans un contexte de récession, une baisse des émissions. Donc en gros, c'est la finitude de la planète qui se charge de régler le problème à notre place. Et à cause de l'inertie du système climatique, qui répond avec des décennies, des siècles ou des millénaires de retard à nos émissions, c'est notamment dû à l'inertie de l'océan, le fait de rester les bras croisés ne nous garantit qu'une chose, c'est une dérive climatique qui va aller grandissant, alors même que nous aurons de moins en moins d'énergie, donc de moins en moins de moyens pour y faire face. Donc l'action est urgente, parce que plus le temps passe en ne prenant pas le taureau par les cornes, et plus nous sommes sûrs d'avoir une double peine, et une double peine majeure. Bien, Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si je dois vous remercier d'avoir dressé ce tableau assez noir, mais merci quand même d'être venu décrypter ces liens entre croissance et consommation d'énergie sur Xafi Canal. Merci. Merci.